Bonsoir à toutes et à tous et désolé pour cet incident technique. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, chronique et reportage avec deux grands thèmes ce soir. D'abord, le budget, évidemment. Les députés ont voté le budget de la sécurité sociale. On va se demander à quel prix la France est-elle en train de laisser filer encore une fois ses déficits publics. Est-ce une victoire du parlementarisme? Et puis la méthode Le Cornu, est-ce qu'elle pourra fonctionner aussi pour faire voter le budget de l'État? Réponse dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, ce chiffre, 63% des détenus français qui récidivent dans les 5 années qui suivent leur sortie de prison. Quand quelqu'un rentre en détention, souvent, s'il avait un emploi, il va le perdre. S'il avait un logement, il ne va pas pouvoir payer parce qu'il n'a plus de revenus, donc il va perdre son logement. Et aujourd'hui, quand on prépare la sortie avec une durée de peine et la fin de peine aussi qui manque de lisibilité aujourd'hui, on va se retrouver avec quelqu'un qui, du jour au lendemain, peut ressortir sans logement, sans travail. Comment éviter cette récidive, y a-t-il des méthodes qui fonctionnent ailleurs en Europe? Est-ce une question de moyens ou alors de philosophie de notre politique pénale? Ne ratez pas la confrontation de nos experts sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Vous pouvez d'ailleurs réagir comme tous les jours grâce à notre QR code, notamment sur l'actualité politique. Des obstacles budgétaires encore nombreux pour le Premier ministre. Jérôme Rabier. Après l'adoption du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée, ce budget, baptisé PLFSS, revient au Sénat ce vendredi en séance. Mais alors qu'ils pouvaient réécrire le texte, les sénateurs à majorité de droite et du centre vont le rejeter d'emblée, permettant sa validation définitive mardi prochain à l'Assemblée. Le Sénat a montré beaucoup de sagesse, parce que si on avait réouvert le dossier, bien sûr, on aurait pu reprendre un certain nombre de mesures qui nous sont chères, mais je crois qu'on n'aurait pas tenu les délais, et de ce fait, on tuait le PLFSS. Reste maintenant un autre gros morceau, le projet de loi de finances pour 2026. Et le gouvernement espère encore arracher un compromis, cette fois-ci avec l'ensemble du Parlement. L'objectif de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre, c'est possible. C'est ce que nous souhaitons, mais la balle est aujourd'hui dans le camp du Parlement et significativement de la droite sénatoriale qui occupe, comme vous le savez, une grande place dans la commission mixte paritaire. Le Sénat doit voter ce lundi 15 décembre sur ce budget avant que 7 députés et 7 sénateurs se retrouvent en commission mixte paritaire jeudi 19 décembre pour tenter de se mettre d'accord. S'ils y parviennent, le Sénat et l'Assemblée devront valider ce compromis en séance le 23 décembre. Et le gouvernement prévient que malgré les appels du pied, il n'utilisera pas le 49.3. Le 49.3 n'a pas été utilisé pour le PLFSS, il ne sera pas utilisé sur le PLF dans la démarche que je viens de vous donner. Il faut donner toutes ses chances à cette commission mixte paritaire. Il faut faire confiance aux sénateurs dans la capacité à construire des compromis. Si la CMP échoue ou en cas de rejet au Sénat ou à l'Assemblée, il sera impossible de tenir les délais. Restera l'option de la loi spéciale utilisée l'an dernier et qui permet de reconduire le budget voté l'année précédente, mais qui ne peut être qu'une solution provisoire, renvoyant la recherche du compromis au début de l'année prochaine. Et on se demande si la méthode Le Cornu peut fonctionner 2 fois avec Jean-Daniel Lévy. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur délégué d'Aris Interactive. John-Christopher Roland, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, co-auteur de ce livre Standard contre Standard, réflexion sur une catégorie juridique en droit public. C'est aux éditions L'Harmattan. Aurore Malval, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes grand reporter à Marianne. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bienvenue. Directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public. Alors, on commence par ce budget de la sécurité sociale, PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale. On fait comme si c'était terminé, Jean-Daniel Lévy, mais il y a encore une navette parlementaire et c'est pas dit que cette courte majorité soit reconduite. Non, c'est pas dit. Effectivement, en fait, le fait que ça a été adopté hier ne veut pas dire que le projet de loi de finances de la sécurité sociale a été complètement adopté. Il y a encore un passage au Sénat et en cas de texte qui ne soit pas strictement identique, on repasse devant l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que, globalement, pour les Français, c'est passé. En fait. Ouais. Quand vous voyez des propositions, même qui peuvent apparaître comme étant relativement minimes, il y a la perception que la réforme des retraites a été suspendue déjà à l'heure actuelle, qu'il y a un certain nombre de points qui ont été adoptés, et ça pourrait effectivement constituer une forme de surprise d'un point de vue global. Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette séquence, on a été amené à interroger pour RTL
laquelle les Français, ils sont assez satisfaits du fait qu'il y ait ce projet de loi de finances de la sécurité sociale qui a été adopté. Évidemment, nos compatriotes ne connaissent ni la totalité des tenants et des aboutissants de ceci, mais c'est plus la question de principe. Et l'idée de se dire, ça fait quand même un bout de temps qu'on est amené à parler exactement d'une situation qui apparaît comme étant sensiblement endémique depuis pratiquement 1 an, voire 1 an et demi, et que quel que soit le jugement que l'on peut effectuer à l'égard du fond de celui-ci, l'idée qu'on puisse être amené à avoir des débats qui soient des débats d'une autre nature satisfait globalement nos compatriotes. Alors, est-ce que c'est une victoire du parlementarisme, John-Christopher Rolland ? Alors c'est difficile à dire. À mon sens, non, tout simplement parce que c'est une victoire de Sébastien Lecornu et de ce texte qu'il a présenté, c'est un texte d'agilité. Mais il faut quand même, pour savoir si vraiment le Parlement est parvenu à faire son rôle de parlementaire et d'aller, si vous voulez, vers des compromis, il faudrait qu'on ait 2 obstacles en moins. Le premier, c'est qu'on a une tripartition. Et si on fait un peu d'archéologie, il n'y a pas si longtemps que ça, François Bayrou voulait convertir l'intégralité de l'Assemblée nationale a des réductions de 40 milliards, donc on n'était pas du tout sur la même copie. Qu'est-ce qui fait que radicalement, tout à coup, finalement, il y a un peu plus de souplesse et de consensus ? En fait, c'est simplement qu'il a un allié de poids, Sébastien Lecornu. Et c'est cet allié, finalement, qui fait qu'on ne peut pas savoir si c'est une vraie démarche de compromis ou si c'est, je vais le dire, une crainte de la dissolution, une crainte du chaos. On peut le présenter de manière très polie, c'est-à-dire mieux vaut un texte pas tout à fait acceptable par tous, mais pas tout à fait non plus inacceptable, plutôt que le chaos, plutôt que l'instabilité. Donc l'allié du Premier ministre, c'est la peur de la dissolution. Bien sûr. En tout cas, cette menace-là ne peut pas être, si vous voulez, sous-estimée. On aura une véritable vision sur la capacité du Parlement à faire du parlementarisme le jour où ils seront capables d'arriver à ces compromis sans menace de dissolution et sans réveil intempestif. 1 an et demi après, on s'aperçoit qu'il y a une tripartition. C'est un peu tard pour s'en apercevoir. C'est Sébastien Lecornu qui salue, je le cite, une majorité de responsabilité. Aurore Malval, est-ce que c'est vraiment le point commun de celles et ceux qui ont soit voté, soit se sont abstenus face à ce budget de la Sécu ? C'est intéressant parce que cette coalition un petit peu des raisonnables, des responsables, c'est finalement ce qu'Emmanuel Macron appelait de ses voeux au lendemain de la dissolution. Il voulait cette vaste coalition qui n'a pas grand sens politiquement, qui serait allée justement du PS au LR. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que finalement, dans le cadre d'une tripartition, c'est le centre à la fin qui gagne. En tout cas, dans notre système actuel. Et en fait, alors, est-ce que c'est cette idée des responsables ? Je dirais un petit peu. Quand même, cette peur, en tout cas, de l'instabilité, de la dissolution, ce désir de rassurer des électeurs, de se montrer dans une posture, en tout cas pour la gauche, parce que, effectivement, Sébastien Lecornu a eu comme allié la peur de la dissolution, il a eu comme allié actif Olivier Faure. Oui. C'est quand même une victoire. C'est aussi le binôme Lecornu-Faure qui a fonctionné à plein. C'est tout à fait le binôme Lecornu-Faure, ce que n'avait pas François Bayrou d'ailleurs, parce qu'il s'adressait, lui, exclusivement quasiment à François Hollande, qu'il avait choisi comme interlocuteur au PS, et ce qui n'avait pas du tout eu le résultat escompté. Et donc effectivement, là, il avait Olivier Faure qui a mouillé la chemise, non seulement dans son groupe, mais même, on l'a vu en fin de parcours, auprès d'autres groupes politiques, même des Républicains, pour l'adoption de ces textes. Parce que très clairement, ça aurait été pour lui un échec personnel. Et effectivement, pour Olivier Faure, je pense qu'il poursuivait une double stratégie, à la fois de vraiment d'entériner, lui qu'on avait décrit comme soumis aux insoumis, etc., d'entériner la rupture définitive, en tout cas avec la France insoumise, et de l'autre côté, de faire vivre un petit peu cette gauche de gouvernement, alors qu'il a un rival quand même dans les sondages qu'il incarne, c'est Raphaël Glucksmann. Et de l'autre côté, chez les LR, je dirais que c'est encore plus compliqué. Alors les LR, on y revient un peu plus tard. Donc mais parce que du coup, c'était cette coalition. Mais je dirais que ça répond encore à d'autres... Enfin, les votes pour répondent encore à d'autres logiques. Oui, on y reviendra sur les LR. On va essayer de regarder un peu, alors pas toutes les familles politiques, mais en tout cas les principales ou celles qui nous intéressent, sur lesquelles il y a peut-être des leçons à tirer. Je commence par les Verts, une majorité de députés écologistes qui se sont finalement abstenus. La secrétaire nationale Marine Tondelier, elle a mis en avant les milliards supplémentaires pour l'hôpital public, pour la santé en France. Ultime négociation à la fin, parce que c'était pas possible de dire, comme d'habitude, on n'augmente pas assez le budget de l'hôpital et donc ils doivent faire plus avec moins d'argent, même quand c'est un hôpital, même à budget constant, vous voyez bien que comme le coût de la vie augmente, c'est toujours les soignants qui font la variable d'ajustement et depuis trop longtemps. Et donc nous avons obtenu à la fin plus de 3,8 milliards d'euros pour l'Ondam, pour les dépenses d'assurance maladie, donc pour l'hôpital et aussi pour les soins de ville, par rapport à la copie initiale du gouvernement. Et donc est-ce qu'à la fin on trouve que c'est un PLFSS parfait, que c'est comme ça que l'on réécrit? Sûrement pas. En fait, la casse continue, nous avons réussi à l'amoindrir.
Jean-Daniel Lévy, pour comprendre, alors il y a effectivement le fond et ce que le Premier ministre a lâché sur l'hôpital et le financement de la santé publique en France, très bien. Mais est-ce qu'il y a aussi de la stratégie de la part des écologistes, notamment en perspective des municipales, de se dire il faut peut-être plus s'arrimer au PS qu'à LFI dans la perspective des municipales? Parce que c'est ce à quoi on a assisté un petit peu quand même. Évidemment, en fait, qu'il y a aujourd'hui déjà de la part du Parti Socialiste et de la part d'Olivier Faure l'idée déjà de se détacher de la France Insoumise. On sait que le Parti Socialiste était quand même assez traversé par des courants qui étaient des courants différents et que malgré tout, là aujourd'hui, il arrive assez sensiblement à unifier le Parti Socialiste parce qu'il y a non seulement le comportement de la part des députés, mais il y a également le comportement de la part des différentes instances internes du Parti Socialiste où aujourd'hui, les oppositions sont quelque peu taries et donc n'ont plus forcément de prise sur le positionnement à avoir à l'égard de la France Insoumise. Et par dynamique, entre guillemets, il est parvenu à pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir non seulement des écologistes, mais également des communistes qui ont adopté une position qui n'était pas une position de vote contre, et pour partie de vote soit d'abstention, soit même de vote qui étaient des votes favorables. Donc dans ce contexte-là, ça montre bien qu'il y a aujourd'hui une partie du champ politique au sein de la gauche qui se redessine quelque peu et qui se détache de la France Insoumise. On sait que, qui plus est, dans le cadre des élections municipales, la confrontation va se produire, ou dans la plupart des communes, la France Insoumise ne se présentera pas en alliance avec le Parti Socialiste, et même pour certains d'entre eux ont indiqué que leur objectif ne serait pas forcément de gagner, mais de faire perdre le Parti Socialiste. Effectivement. Juste un mot sur les Verts, il y a aussi des projections pour les législatives qui sont faites et qui montrent qu'il ne pèse plus que 2 points en réalité. C'est-à-dire que selon que vous les mettez alliés avec le bloc socialiste-communiste ou que vous les mettez alliés avec la France Insoumise, ça ne fait varier que de 2 points. Et donc les Verts ont certainement beaucoup perdu à devenir une forme de substitut aux Insoumis. Ça leur a fait perdre leur identité propre et certainement perdre une partie de ce qu'était leur électorat traditionnel. Donc il y avait probablement aussi ce calcul-là en essayant de se détacher des Insoumis, alors que politiquement, ils en sont beaucoup moins éloignés que le Parti Socialiste aujourd'hui. Bon, on avance un peu plus vite. Donc là, je voudrais qu'on parle des LR et je vais vous demander votre avis à tous les deux. Peut-être pour commencer, John-Christopher Rolland, les LR qui se sont finalement abstenus, enfin pas un certain nombre de LR qui se sont finalement abstenus. Alors là aussi, il y a la lecture basique, et puis il y a ce qu'il y a derrière l'écran. C'est quoi? C'est le match Retailleau-Wauquiez qui repart de plus belle? Mais on peut le superposer au discours qu'on vient d'avoir de Marine Tondelier, en fait. C'est-à-dire que pour les LR, comme pour les écologistes, l'équation c'était celle-là. Tout le monde souhaitait voter contre ce texte, en réalité, tout en espérant implicitement qu'il puisse passer quand même. Cette formule n'est pas de moi, elle est de mon ami spécialiste de la Constitution, Miguel Cassiano, mais c'est exactement ça, en fait, la formule. Les 18 membres des LR qui ont voté pour, ils ne se sont pas abstenus. Oui. C'est simplement pour faire la pointe. Quand vous êtes à 347... Tout le monde avait sa calculette, quoi. Mais exactement. C'était soigneusement dosé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut le rappeler. Vous avez raison de rappeler qu'il y aura un vote à nouveau, probablement le 15 ou le 16. C'est qu'il ne risque pas, à mon sens, d'avoir une divagation entre les résultats qu'on a obtenus hier sur ce PLFSS et celui qu'on aura, le vote qu'on aura la semaine prochaine. Il y a toujours ces 2 élans contradictoires. Je ne veux pas le chaos, je veux paraître pour responsable. Et puis de l'autre, maintien de ma posture idéologique. Je pense que les retours ce week-end sur les circonscriptions, pour certains, vont donner lieu à quelques frictions, probablement, c'est certain. Et puis effectivement, au milieu de tout ça, puisque comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a effectivement le duel Wauquiez-Retailleau, puisque les députés apprécient guère, en règle générale, quelle que soit la formation politique, qu'un sénateur, fût-il le patron de leur parti, vienne leur donner des consignes de vote dans une chambre où lui, au Sénat, ne risque pas de dissolution en plus. Effectivement, c'est bien de le rappeler. C'est d'ailleurs le titre d'une dépêche de nos confrères de l'agence France-Presse sous la plume d'Antonio Rodriguez. Retailleau-Wauquiez, le match retour à propos de ce vote du budget de la sécurité sociale. Alors, Malval, qu'est-ce qui s'est joué hier soir? Alors, il s'est joué plusieurs choses en même temps. Je dirais qu'il y a bien sûr ce match Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau qui empoisonne littéralement la vie du parti depuis d'ailleurs un petit peu avant les élections à la tête. Et c'est vrai qu'on a du mal quand même à penser, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui chez les LR, pourquoi Bruno Retailleau ne s'est pas débarrassé de son adversaire lorsqu'il en avait la possibilité. Parce qu'on voit véritablement qu'aujourd'hui les LR sont un petit peu éparpillés en mode puzzle et n'ont pas
pas, et ne renouvelle pas, ne livre pas la bataille qu'il devrait livrer, d'ailleurs programmatique, pour se reconstruire, s'il voulait être véritablement une force politique pour peser en 2027. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Les députés LR à l'Assemblée nationale, on les qualifie souvent d'auto-entrepreneurs. On dit justement, ils sont guidés par des intérêts en circonscription qui sont très variables. Et d'ailleurs, on l'avait vu, on l'a vu à plusieurs reprises, on l'a vu aussi quand il s'agissait de voter ou non la confiance à François Bayrou, ils n'étaient pas tous du même avis. Donc c'est vrai qu'on a cette mosaïque un petit peu de députés qui poursuivent chacun leurs intérêts et qui se montrent indépendants, qui ne se laissent pas dicter effectivement leur conduite par Bruno Retailleau, qui était très virulent quand même envers eux, mais ils ne mangent pas forcément dans la main de Laurent Wauquiez non plus. Chacun a un petit peu pris sa décision en son âme et conscience. Alors je vous demande d'aller vite les uns et les autres parce qu'on a perdu un peu de temps à cause de notre souci technique en début d'émission, donc on essaie d'accélérer, mais je vous donne la parole sur les LR, tout le monde veut en parler. D'abord Jean-Sébastien, ensuite Jean-Jacques. Je crois qu'il y a aussi un raisonnement qui structure l'attitude des LR, c'est qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas de dissolution, pas parce qu'ils ont peur de perdre leur siège, mais parce qu'ils ne veulent pas avoir à répondre à la question « voulez-vous ou pas être la force d'appoint qui permettrait au RN de gouverner si le RN n'avait qu'une majorité relative après une dissolution ?» Peut-être qu'ils répondront à cette question-là au lendemain d'une présidentielle, ils ne veulent pas avoir à y répondre à la veille d'une présidentielle. Jean-Daniel. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a pris l'exemple d'Olivier Faure qui a pris une position et globalement il a été suivi par les députés socialistes, ce qui n'était pas une évidence. On a vu en fait Marine Tondelier qui a pris une position et qui a été suivie globalement par ses députés. En revanche, et de la part de Bruno Retailleau, voire même de la part d'Édouard Philippe, qui a été là pour le coup extrêmement virulent. Quand vous regardez les votes aussi bien des députés LR d'un côté, enfin droite républicaine, et les députés Horizon, en aucun cas, ils ont suivi les prises de parole qui ont été extrêmement fermes de la part de leurs dirigeants politiques. Donc on voit bien même des craquements internes à des formations politiques. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit plus dramatique ou plus dur à gauche qu'à droite. Et au final, en fait, on voit qu'au centre et à droite, c'est plus difficile à l'heure actuelle. Allez, on s'intéresse. Chapitre consacré à la méthode Le Cornu, c'est notre titre. La méthode Le Cornu peut-elle marcher deux fois ? Et Jean-Sébastien, vous dites que ce premier succès, il pourrait en cacher un autre. Oui, mais déjà parce que sur le vote à venir, la même logique politique aura vraisemblablement tendance à produire les mêmes effets. Les LR, les PS, etc. sont trop engagés dans ce processus-là pour revenir en arrière et ça a déjà quasiment été acté par les Français. Mais au-delà de ce moment-là, est-ce que ça n'est pas le moment de Monsieur Le Cornu, justement ? Et alors, je suis prêt à prendre les paris, je prends le risque. Moi, je crois que nous allons devant une Le Cornu mania parce que Sébastien Le Cornu est finalement déjà identifié par l'électorat du centre, voire de centre-droit, comme celui qui pourrait le représenter en 2027. Il me semble, dans un sondage que vous avez publié d'ailleurs, qu'il y a plus de 63% des électeurs du bloc central qui disent qu'ils sont prêts à voter pour lui, 36% des électeurs républicains. Et il y a quelques signaux faibles. Souvenez-vous, son interview dans le 20h de France 2 qui avait fait une très très grosse audience. Et il a quelques atouts dans sa manche quand même, Monsieur Le Cornu, parce qu'au-delà de l'habileté dont il vient de faire preuve, il y en a une autre grande habileté, c'est que personne ne sait ce qu'il pense. Comme le disait le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et c'est exactement la carte qu'a jouée Sébastien Le Cornu. Il n'a pas offert le point, contrairement à ce que faisait Michel Barnier ou François Bayrou, qui essayaient de tirer le point vers leur propre camp. Là, c'est la victoire officiellement du Parlement. Mais quand vous dites ça, autant dire que c'est la victoire de tout le monde, donc de personne. Mais alors, où est-ce que ça peut nous mener, cette Le Cornu mania, si tant est qu'elle se produise ? À la présidentielle de 2027, je vous le disais, puisqu'on voit dans les sondages, là encore vous venez d'en publier, qui montrent à quel point Marine Le Pen ou Jordan Bardella sont très très loin dans les intentions de vote comme dans les codes d'avenir qu'on leur prête. Quand même dans le système, certains se disent que si Marine Le Pen est empêchée, Jordan Bardella, peut-être à cause de sa jeunesse, de son manque d'expérience, enfin, c'est comme ça qu'il l'analyse, serait un candidat moins fort en campagne qu'il ne l'apparaît aujourd'hui. Et donc, s'il est prenable, le système a besoin de se trouver un candidat. Et donc, comment se trouver un candidat alors qu'on est dans la pleine confusion idéologique, autrement qu'en essayant d'identifier le plus petit dénominateur commun. Et de ce point de vue-là, Monsieur Le Cornu a montré qu'il avait réussi à être le plus petit dénominateur commun. Et au-delà de ça, sur le style, regardez avec son pull vert, son dos voûté, ça a été beaucoup commenté, son apparition au marché de Vernon avec des poireaux à la main, c'est l'anti-Emmanuel Macron, parce que le principal handicap de tout candidat du bloc central, ça sera d'apparaître comme l'héritier d'Emmanuel Macron. Au moins sur la forme,
il apparaît comme l'anti-Emmanuel Macron. Est-ce que vous voyez, Jean-Daniel Lévy, ces signaux faibles là, d'une Lecornu-mania dans vos enquêtes d'opinion? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Il y a aujourd'hui, en fait, déjà une connaissance des Français à l'égard de Sébastien Lecornu qui est somme toute assez récente, hein, parce que quand bien même il a été ministre des Armées, il n'a pas eu une exposition médiatique extrêmement importante, il n'a pas eu de candidature au niveau national qui était en son propre nom, et même ce qui est assez frappant, et on l'a vu même récemment, c'est-à-dire qu'il a une présence dans les médias et en tout cas à la télévision qui est assez faible. Ouais. Jean-Sébastien, il faisait référence, il avait fait effectivement le journal de 20h, mais dans un moment qui était un moment particulier, parce qu'en fait il y avait eu ce moment d'émission, mission en fait, et il avait utilisé le terme de moine soldat, mais que jusqu'à présent on ne peut pas dire qu'on le voit matin, midi et soir mais non, dans mais les médias. Hier soir, il aurait très bien pu effectivement, ou ce soir faire un 20h. Vous me l'enlevez de la bouche, c'est-à-dire qu'en fait on aurait pu s'attendre que n'importe quel Premier ministre qui sorte d'une solution qui apparaisse comme étant inextricable prenne la parole pour en tirer un minimum de bénéfices d'opinion et puis après potentiellement électoral, etc. Pas du tout. Et d'ailleurs, quand Sébastien Lecornu s'exprime, souvent, enfin c'est de manière un peu impromptue, à des horaires qui sont des horaires qui sont lunaires à l'époque médiatique que l'on connaît. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le matin relativement tôt, il va être seul face à la caméra. Des discours, en plus, en général, qui sont des discours assez courts, assez resserrés, qui ne sont pas véritablement polémiques, qui met sur la table les difficultés ou potentiellement les avancées, et qui, en fait, ne visent pas à donner à voir qu'il peut être autre chose que besogneux proprement parler. En revanche, John Christopher Rolland, on peut dire qu'il maîtrise quand même les arcanes du fonctionnement parlementaire. Hein, et ça c'est un atout. Oui. Ça le sera peut-être d'ailleurs pour le budget de l'État. C'est assez... D'ailleurs, je me faisais la réflexion pendant que vous parliez, je trouvais ça très intéressant. J'étais en train de me rappeler du seul petit accroc de Sébastien Lecornu, qui était cette histoire de diplôme, est-ce qu'il a eu son diplôme, pas son diplôme, etc. Mais je force de constater que, d'abord, il met bien en évidence qu'un diplôme ne sert à rien pour être intelligent. Il est... Alors, en plus, j'ai pas d'avis politique. Là aussi, c'est l'anti-Macron. Ah, mais totalement. C'est quelqu'un d'une intelligence politique que j'ai rarement vue, surtout dans la période qu'on vient de vivre des 5 derniers premiers ministres d'Emmanuel Macron. Il a une connaissance, comme vous dites, des arcanes et du fonctionnement et de la procédure. Je le vois encore de plus nettement aujourd'hui, ce piège de la non-utilisation du 49.3. On avait l'impression que c'était une victoire arrachée par les groupes d'opposition. Enfin, il n'y a pas vraiment d'opposition et de majorité à l'Assemblée, mais c'était extraordinairement. Alors, je ne sais plus quel film c'était, je crois que c'était Le Dîner de cons, on dirait que c'est bougrement intelligent. Il est très intelligent. Enfin, je trouve quand même que... Ce qui va peut-être même les contraindre à lui réclamer un 49. Exactement, mais comme c'est pas son texte. Mais c'est ce que font les centristes ici au Sénat, pas seulement d'ailleurs, mais notamment on a entendu... Oui, mais même à ce que les socialistes finissent par lui dire François Hollande a commencé à... François Hollande n'est pas le dernier, oui, effectivement. Allez, non, terminez la démonstration. En 2 mots, indépendamment de toute opinion politique qu'on peut avoir sur lui, force est de constater que c'est un ensoleillement dans la pratique politique de ces 2 ou 3 dernières années. Vous voyez que la Lecornu-mania commence. Ah non, mais c'est pas... Non, mais c'est vrai que Sébastien Lecornu, il a quelque chose... certains l'appellent dans son entourage un petit peu le conseiller général. Parce que c'est cette méthode-là d'aller convaincre personne par personne, député par député, un petit peu comme justement les conseillers généraux labourent leur territoire, maire par maire, etc., pour justement arriver à engranger des victoires. Et c'est vrai que moi, je me souviens, lorsque Sébastien Lecornu a dit dans l'hémicycle « Est-ce que j'ai l'air d'être le chef d'une majorité ?» Ça ressemblait d'ailleurs un petit peu, à toute proportion gardée, à De Gaulle qui dit « Est-ce qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur ?» Et il y avait un petit côté comme ça chez Lecornu de c'est peut-être plus une antiphrase que ça ne l'était pour le général de Gaulle. Oui, mais c'est vrai avec le recul. Mais voilà, cette volonté en tout cas de montrer ses faiblesses et d'en faire une force... Et c'est pour Sébastien Lecornu cette méthode-là. Alors pourquoi il n'est pas allé fanfaronner justement sur un plateau de télé? Moi je pense quand même que c'est une victoire qui est extrêmement fragile et précaire. Oui, on l'a dit, il va y avoir un nouveau vote la semaine prochaine. S'il s'en attribue trop les mérites, etc., il risque de tout faire capoter, chacun reprend ses billes en disant si ça se passe comme ça. Et puis il y a le budget de l'État, le PLF, le projet de loi de finances qui arrive derrière. Ce ne sera pas forcément aussi simple, parce que autant il a donné justement des compromis, des victoires à chacun, c'est pas le cas, c'est loin d'être le cas sur le projet de loi de finances. Je l'ouvre cette partie du débat, notre chapitre qui va ouvrir sur le budget de l'État, avec d'abord un constat qui est celui du gouverneur de la Banque de France. C'est vrai que le déficit de la sécurité sociale, là, il est annoncé à plus de 24 milliards au lieu de 17 initialement prévu, une note salée qui pourrait s'alourdir encore avec le budget de l'État, et c'est ce que François Villeroy de Galhau rappelait sur Europe 1 ce matin. Il reste au moins 2 inconnus sur le chemin du redressement budgétaire. Ce n'est pas du tout la fin de ce chemin. D'abord, on a parlé hier du budget de la sécurité sociale. Il reste le budget de l'État. Oui. Et là, il va falloir adopter un budget.
Et puis l'autre inconnu, et surtout, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui si on va arriver à baisser suffisamment le déficit total. Parce qu'il faut regarder notre déficit public, c'est-à-dire la sécurité sociale, plus l'État, plus les collectivités locales. Et comme vous savez, c'est ça notre problème. C'est ça qui fait que la France a trop de dettes, parce qu'elle a beaucoup plus de déficit que ses voisins. On peut imaginer que la note finale sera très salée, Jean-Daniel Lévy, mais qui en parle aux Français ? Qui l'assume, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Qui pourrait en tirer, en être nommé responsable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais dans ce flou artistique. Si tant est que ce soit un sujet, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas un sujet. La question qui s'est posée au cours de ces dernières semaines, et qui était posée comme cela de la part des Français, c'est pas est-ce qu'on va réduire durablement la dette et les déficits ? Est-ce qu'on va augmenter la croissance ? Est-ce qu'on va accroître l'attractivité de la France ou pas ? Pas du tout. Ça a été plutôt est-ce qu'on va se doter ou pas d'un budget déjà concernant la sécurité sociale. Et qu'il soit avec un déficit aggravé, finalement, c'est pas un sujet. Ça n'a pas été un sujet du tout. Et que quand on regarde, en fait, d'ailleurs, la nature des débats, quand vous regardez d'un point de vue général, en fait, il n'y a pas eu d'affrontement sur les méthodes, c'est etc. une facilité politique, voire une démagogie politique. C'était la phase avant, c'était la phase Bayrou. C'est facile d'alourdir un déficit que de le réduire. C'est probablement. Alors, effectivement, il y a eu, à la suite en fait, des prises de position de François Bayrou, une forme de crispation en fait, de la part de nos compatriotes, et notamment autour des 2 jours. Et en fait, on voit qu'à ce moment-là, en fait, quand il avait proposé des 2 jours fériés qui seraient amenés à être travaillés sans avoir augmentation de la rémunération des salariés, qui avait crispé de manière extrêmement forte nos compatriotes. Et puis, il y a peut-être un point supplémentaire dont on ne parle pas beaucoup, et c'est qu'il y a eu une dissolution, on le sait, en 2024, et que cette dissolution, sur le fond, n'a pas été véritablement expliquée, et que quand bien même aujourd'hui, il y a un enjeu de dette et de déficit, à aucun moment, dans le cadre du débat que nous avons eu au cours des quelques semaines qui ont précédé les élections législatives, il a été question de la dette et des déficits et éventuellement des moyens pour pouvoir y parvenir. Donc on a aujourd'hui une situation qui est une situation objective, qui est perçue de la part de nos compatriotes et qui considèrent, à tort ou à raison, qu'aujourd'hui on met à l'agenda un enjeu politique sans avoir fait en sorte que cet enjeu politique soit tranché démocratiquement. Ça crée aujourd'hui cette forme de jugement, non pas sur l'efficacité, mais beaucoup plus autour de l'idée, faut-il ou pas, ou arriverons-nous ou pas à sortir du fait de savoir si nous avons un budget ou pas. Alors, vous voulez tous réagir là-dessus. D'abord, je donne la parole à l'un de nos téléspectateurs, Bertrand, qui nous écrit de Condé-sur-Vire. Si le budget de la Sécu a été adopté à une courte majorité, pensez-vous que ça donne le ton pour le budget de l'État qui a l'air beaucoup plus compliqué ? On va répondre à cette question dans les minutes qui viennent. Jean-Sébastien, je vous donne la parole et après John-Christopher Rolland. Et pour faire d'une pierre deux coups, moi je pense que l'intelligence politique de Sébastien Lecornu a été de comprendre que les Français voulaient passer à autre chose. Ils ont compris que, et vous venez de le dire d'une certaine manière, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de bon budget, il ne va rien se passer avant 2027. Ce point-là est acté et finalement il a été soldé avec la crise entourant le départ de François Bayrou. Donc finalement l'enjeu, ça a été tout l'argument de Sébastien Lecornu qu'il a martelé devant les syndicats, devant les chefs d'entreprise, devant les Français, mieux vaut un budget que pas de budget. La question du bon budget, on verra ça plus tard. Ce qui l'emporte là maintenant, c'est la cohésion finalement du pays. Et le baromètre du Cevipof qui est paru la semaine dernière montre que la crise politique est devenue en question ouverte, c'est-à-dire en déclaration spontanée, le premier sujet de préoccupation des Français. Il a compris ça et je pense qu'il y a des responsables politiques comme Édouard Philippe, peut-être Bruno Retailleau ou d'autres qui continuent à parler du contenu. Et il y a ceux qui disent de toute façon on est passé à autre chose. Les Français attendent juste qu'on avance et rien ne se passera avant 2027. On parle de l'hypothèse d'une loi spéciale dans un instant pour doter la France d'un budget ou d'un budget sparadrap. Je ne sais pas quel terme employer, mais d'abord je vous donne la parole, John-Christopher Rolland, avec peut-être un son de cloche. Ils ne vont pas l'assumer sur une antenne, mais que ce soit à l'Assemblée ou ici au Sénat, il y a aussi un peu de lassitude ou de ras-le-bol de certains parlementaires. Est-ce que ça ne joue pas dans l'adoption du projet de loi de financement de la Sécu et peut-être dans l'adoption d'un budget? On veut passer à autre chose. Mais oui, mais le problème, c'est passer à quoi? Parce que on va très vite se retrouver d'abord en plus dans une période de municipale. Et donc, on parlera sans doute de la loi spéciale dans quelques instants. Pour un sénateur, si vous voulez, les choses sont plus figées. Le long terme est beaucoup plus acceptable parce que vous n'avez pas à part le renouvellement tous les 3 ans, vous n'avez pas d'enjeu. Les députés, alors désolé de revenir à ça, mais ils sont quand même soumis à cette exigence à la fois d'être responsables à Paris et puis fidèles à leurs électeurs en circonscription. Donc, ils sont dans cet entre-deux.
enjeu, et puis juste pour rebondir là-dessus, c'est que ça va faire le lien avec les postures, et notamment la posture des LR, mais c'est pas les seuls, hein, mais du Parti socialiste, c'est que cette histoire de budget, de déficit, des dérapages, je rappelle quand même que les discours jusqu'au mois de septembre étaient apocalyptiques de la part de beaucoup de parlementaires et de la part de François Bayrou en chef. Et puis finalement, vous avez d'Elisabeth Borne notamment, puis finalement vous avez un retournement spectaculaire où on vous dit la réforme des retraites, c'est pas si grave. Mais ça, c'était une arme de destruction massive de crédibilité. Et peut-être que les Français se disent, peut-être que l'angoisse n'était pas si angoissante. Et donc ça, ils ont un peu démonétisé l'angoisse. Ouais. Un mot là-dessus peut-être, je cite Boris Vallaud qui est le président du groupe PS à l'Assemblée, qui dit pour l'instant sur le budget de l'État, projet de loi de finances, PLF, je ne vois pas le chemin. Est-ce que la stratégie, notamment, on va se concentrer sur celle du PS, qui a fonctionné là sur le budget de la sécurité sociale, peut fonctionner ou peut être la même sur le budget de l'État ou pas, d'après vous, Aurore Malval? En fait, ça va être très compliqué parce qu'effectivement, sur le budget de la sécurité sociale, c'est là où il y avait la suspension de la réforme des retraites, qui était quand même le premier objet du deal. Et un vrai gain politique pour le PS. Qui a été arraché. Et ensuite, ils se sont attachés aussi à la marge à atténuer ce qui avait été appelé le musée des horreurs. Mais en fait, dans ce budget, quand même, on peine à voir même ce que défend le Parti socialiste. C'est-à-dire qu'ils se sont posés uniquement dans une posture justement d'atténuation du moins pire. Sur le budget de l'État, déjà, aucune concession ne leur a véritablement été faite. Et là, on finit avec 19 milliards de plus de déficit pour la sécurité sociale. Donc, il va falloir les trouver dans le budget de l'État, peut-être. Enfin, il va falloir qu'il y ait un équilibre. Donc, c'est ce que disait le gouverneur de la Banque de France. Oui, alors le gouverneur de la Banque de France, moi, je ne sais pas qui l'a élu pour donner comme ça des consignes politiques. Merci de mais effectivement, en tout cas, ça va être l'objet d'un débat politique dans lequel le PS va avoir énormément de mal à jouer la même partition. Alors effectivement, pour eux, il y a un coût politique parce que avoir une option sur le PLFSS et en changer radicalement sur le budget de l'État, ça va être compliqué. C'est pour ça que moi, je pense que ça va se terminer, en tout cas, dans un premier temps, par une loi spéciale pour aller jusqu'au début de l'année prochaine. Et on verra quel sera l'état du débat à ce moment-là. Alors justement, la loi spéciale, merci de m'offrir la transition. Aurore Malval, c'est le terme de la chronique de Stéphane Duguet qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Bonsoir Stéphane, bienvenue. Merci d'avoir dit. Tout simplement pour nous expliquer ce qu'est une loi spéciale. C'est une loi qui est très courte, qui permet à l'État de continuer de fonctionner, même si aucun budget n'est voté avant le 31 décembre. Alors très concrètement, le projet de loi de finances, ce budget de l'État qui est discuté en ce moment ici au Sénat, il décide des crédits de chaque ministère, des postes de fonctionnaires qui seront créés, qui seront supprimés ou encore des montants des impôts l'année prochaine. Si vous n'avez pas d'accord et donc qu'il n'y a pas de budget, eh bien tout est figé, Thomas, et en théorie, l'État ne peut plus ni collecter les impôts, ni payer les fonctionnaires, d'où l'intérêt de recourir à cette loi spéciale qui ne remplace pas le budget. Non, loin de là. C'est un parachute de dernier ressort, comme le dit la ministre des Comptes publics, un parachute prévu à l'article 47 de la Constitution. Et alors, quand ce texte doit-il être voté au Parlement? Alors, il doit être impérativement voté avant le 1er janvier. Le gouvernement a jusqu'au 19 décembre pour le déposer à l'Assemblée nationale. Donc, le temps presse, puisque c'est déjà vendredi de la semaine prochaine. Concrètement, cette loi, elle ne sera pas très compliquée à écrire. Elle ne contient que 3 articles à peine. Le premier de ces articles, il autorise l'État à continuer de percevoir les impôts qui existent déjà. L'autorisation est temporaire jusqu'à l'adoption définitive du budget de l'État. Et les 2 autres articles de cette loi spéciale, elle permet à l'État et aux organismes de sécurité sociale de continuer à emprunter. La loi spéciale, elle reconduit aussi les crédits qui avaient été votés pour chaque ministère l'année précédente, au même niveau, ni plus ni moins. Je vais vous prendre un exemple très concret pour qu'on comprenne bien, Thomas. Si je prends l'exemple des armées, le gouvernement souhaite une augmentation de 6,7 milliards d'euros du budget des armées cette année. Eh bien, s'il n'y a pas de budget voté, ce sera zéro. Et ce sera zéro tant que le budget ne sera pas voté. Tout sera en pause. La loi spéciale permet donc à l'État de continuer de fonctionner provisoirement jusqu'à l'adoption définitive du budget. Et puis on termine avec un regard historique. Si le gouvernement venait à faire voter cette loi spéciale, ce serait la 3e fois sous la Ve République. Oui, la première fois, c'était en 1979 sous le gouvernement Raymond Barre et la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Le budget avait été déclaré inconstitutionnel juste avant Noël. La loi spéciale avait alors permis à l'État de tenir pendant 18 jours avant qu'un budget soit validé et voté. Le deuxième cas, le plus récent, on s'en rappelle tous, c'était l'année dernière. Michel Barnier, Premier ministre, censuré au début du mois de décembre. Impossible de voter un budget
avant le 31 décembre. Et donc une loi spéciale pour attendre le nouveau gouvernement, celui de François Bayrou, et le nouveau budget qui avait fini par arriver le 14 février. Pour terminer, Thomas, l'année dernière, même si l'Assemblée était très divisée sur le budget, cette loi spéciale, elle avait été adoptée sans aucun problème, 0 vote contre. Et c'était la même chose ici au Sénat. Merci beaucoup. Stéphane, John-Christopher Rolland, ça veut dire, bon, on achète du temps avec une loi spéciale, mais ça veut dire que Sébastien Lecornu, qui est en photo derrière vous, il va devoir construire un autre compromis, d'une certaine façon, ou trouver d'autres alliés, ou peut-être les mêmes d'ailleurs, que ceux qui lui auraient permis de faire voter le budget de la sécurité sociale. Oui, là, il va avoir un deuxième allié en plus. Oui. Alors, sur le PLFSS, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Aurore, c'est-à-dire qu'il y avait le trophée, la suspension des retraites, donc là, il revêtait une importance, il revêt toujours d'ailleurs, c'est pas tout à fait fini, mais une importance capitale, notamment pour le deal Lecornu-Faure. Pour le budget principal, oui, effectivement, ça sera plus compliqué parce que les rapports de force vont s'exprimer beaucoup plus nettement, les compromis ne sont pas les mêmes, mais c'est, entre guillemets, alors, je ne voudrais pas le dire comme ça, alors, moins grave, en ce sens qu'on peut effectivement faire jouer la montre. Et le temps va devenir aussi un allié pour Sébastien Lecornu. Si on part sur une loi spéciale, on reconduit simplement les crédits, comme ça vient d'être dit, pour l'année dernière, jusqu'à l'obtention d'un budget. Et puis là, on a une donnée temporelle. On va arriver en mars, février-mars, ce sera les élections. Et puis après, quel intérêt de dissoudre ? Puisque quand on dissout, on ne peut plus redissoudre pendant un an. Ça serait lier les mains du successeur. Et donc, on s'achemine tranquillement, tout le monde semble le comprendre, vers une présidentielle. Donc cet allié du temps, c'est aussi encore une habileté. Alors désolé, je ne suis pas du tout un aficionado de Sébastien Lecornu, je suis neutre, mais il faut reconnaître quand même que, et d'ailleurs le gouvernement prépare en ce moment la loi spéciale. Donc, oui, alors ça c'est intéressant, parce que pour qu'elle soit déposée avant le 19 décembre, il faut quand même l'écrire, la préparer. Donc tout ça se fait en parallèle des discussions sur le budget et de l'espoir de faire passer un vrai budget avant la fin de l'année. Alors ce ne sont pas exactement les mêmes circonstances qu'il y a un an, Jean-Daniel Lévy, mais est-ce qu'il y avait eu un responsable de l'absence de budget, au-delà du Premier ministre Michel Barnier qui avait sauté, mais est-ce qu'il y a eu un responsable politique dans les enquêtes d'opinion ? Dans les enquêtes d'opinion, oui, mais il n'était pas au Parlement. Il était à l'Élysée. Il était à l'Élysée parce qu'en fait, les Français disaient qu'ils ne comprenaient pas la raison pour laquelle il y avait eu une dissolution, qu'ils considéraient en fait que si la situation politique était celle-ci, c'est parce qu'en fait, elle était le fruit d'une décision unipersonnelle prise par le président de la République et que globalement, c'était lui qui était essentiellement le fautif en tant que tel. Il y a peut-être un point complémentaire, je pense, à avoir à l'esprit, c'est que le projet de loi de finances de la sécurité sociale et le projet de loi de finances d'un point de vue global ne revêtent pas exactement le même sens politique d'un point de vue global. C'est-à-dire qu'autant hier, le Parti socialiste a pu voter pour sans pouvoir être taxé de faire partie de la majorité, et on a dans l'idée commune qu'il y a soit ceux qui sont d'accord et qui sont dans la majorité et qui votent la loi de finances, et ceux qui sont dans l'opposition, et soit qui vont s'abstenir. Voter le budget de l'État, c'est un acte beaucoup plus politique que le budget de la sécurité sociale. C'est un acte à caractère beaucoup plus politique, donc avec des incidences qui peuvent être des incidences beaucoup plus fortes. Donc il ne s'agira pas uniquement de la question de l'habilité tactique de la part du Premier ministre, mais également de la manière dont les uns et les autres peuvent être éventuellement en capacité de pouvoir résister à une critique de traîtrise ou de bascule complètement autour d'un autre camp politique. On peut se rappeler que François Bayrou avait tenté l'opération lorsqu'il avait expliqué que le vote de confiance n'était pas un vote de confiance à son égard, mais qui était un vote de confiance à l'égard du constat qu'il avait effectué sur la gravité de la situation. On ne peut pas dire que ça avait été particulièrement performant. Ça ne lui a pas réussi, donc voilà, je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit. Jean-Sébastien Ferjou. Mais moi, je crois qu'en fait, le risque n'est pas si grand que ça pour la plupart des partis, parce qu'encore une fois, les gens attendent 2027, ils ont compris que rien ne serait clarifié avant. Et ce qui s'est passé, vous l'avez dit, ce qui s'est passé sur les retraites, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on nous a expliqué, les mêmes personnes, Elisabeth Borne par exemple, Première ministre, nous expliquait que nous péririons tous dans d'atroces souffrances si cette réforme n'était pas votée. Et puis finalement, elle revient à l'automne 2025 en expliquant que bon, si ça donne 3 semaines de vie en plus à un gouvernement, c'est pas si grave. Donc c'est ce relativisme-là qui s'est installé dans l'esprit des Français. Ce n'est pas que les Français ont renoncé. La question de la dette, elle reste très élevée dans les préoccupations des Français. Ils ont juste compris qu'il n'y avait pas de majorité pour voter un bon budget, quoi qu'il en soit. Et notamment une question centrale qui est la pérennité de notre modèle social, qui aurait dû être au cœur des débats, notamment de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Je suis assez d'accord avec vous, tout le monde a compris que ce sera un débat pour la prochaine présidentielle. Merci à tous d'avoir participé à cette première partie d'émission. Votre livre, John-Christopher Rolland, Standard contre Standard, réflexion sur une catégorie juridique en droit public, c'est aux éditions L'Harmattan, et Aurore Malval, on vous lit évidemment dans l'hebdomadaire. Marianne, je vous dis à bientôt sur Public Sénat.